Bonjour à tous, donc, je m'appelle Ramin et aujourd'hui je suis venu parler éducation avec vous. Et la question qu'on va avoir en tête un peu en permanence pendant cette discussion, c'est si on amenait les jeunes à créer eux-mêmes leur propre école, donc une école par les jeunes pour les jeunes. Je suis très content d'être là, j'ai rencontré Nicolas Sayirac récemment et puis il m'a invité à parler gentiment de ce sujet-là. Et puis particulièrement content d'être ici parce que le 42 ça représente une pédagogie que je défends également comme ceux qui ont créé ce lieu. Donc moi-même mon parcours c'est j'ai une scolarité plutôt classique, j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai bossé comme consultant en management et au bout de 3 ans je me suis demandé pourquoi mon job était important et ça m'a pris beaucoup de temps à trouver une réponse et je suis toujours en train de la chercher, donc entre-temps j'ai démissionné et je me suis dit que je vais poursuivre mon rêve de bosser dans l'éducation. J'ai fait prof pendant un certain temps, en maths et en physique au lycée. Et à travers mon parcours de prof, là j'ai été amené à questionner plus sérieusement le système d'éducation et j'en suis arrivé récemment à quitter aussi mon job de prof et à créer ma propre initiative, ma propre entreprise dans l'éducation. Donc le Club Dynamique et l'école Dynamique, je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui. Alors d'où est-ce que je suis parti ? Parmi pas mal de différentes références que j'ai vues et lues, Ken Robinson, levez la main si vous avez vu le TED Talk de ce gentil monsieur, cher monsieur. Oui, une personne seulement ? Ok, 2. Il a fait un TED Talk où il dit que l'école tue la créativité. C'est le TED Talk le plus connu en fait de l'histoire de TED. Et de manière assez convaincante, comme c'est pas nouveau ce qu'il dit et beaucoup partagent sa vision des choses, il fait un diagnostic du système d'éducation actuel en apportant une critique disant qu'effectivement elle empêche de libérer la créativité des jeunes parce qu'elle a été designée selon des principes d'usinage de matières, comme si les esprits étaient des matières premières à façonner. On doit leur instruire une quantité, une qualité donnée d'informations, pré-programmées et pré-décidées a priori par des tiers. Et on les amène de classe en classe comme ça, du CP jusqu'à la terminale, année par année, en les faisant progresser par les différentes étapes du processus industriel jusqu'à ce qu'on puisse tamponner et dire voilà, la personne est diplômée, elle est qualifiée pour entrer dans le monde du travail. Et donc cette remise en question des éléments de base de ce qui fait le système d'éducation, c'est vraiment pas nouveau et beaucoup l'ont partagé. Et il y a eu des initiatives depuis le début du XXe siècle pour beaucoup innover avec ce qu'on a, donc essayer de trouver des solutions pour rendre déjà les programmes plus attractifs et plus connectés avec le monde réel, pour avoir des pédagogies qui sont plus coopératives plutôt que compétitives, etc. Donc on a eu des penseurs comme Montessori, Freinet, etc. qui ont remis en cause les choses et qui ont apporté des solutions pour améliorer ce système d'éducation. Et il y en a qui se sont posé la question, mais est-ce qu'il existe une solution encore meilleure que la meilleure solution possible ? Donc ça, c'est le design thinking. En fait, voilà, on a un système donné, on essaie de l'améliorer, on peut arriver à une solution théorique qui est la meilleure qui soit. Mais il y a un moment, on peut se poser la question, attends, mais dans notre schéma de pensée qui nous a amené à cette meilleure solution, est-ce qu'en fait, on pourrait rabattre les cartes et penser complètement différemment et du coup même arriver peut-être à une solution qui est encore meilleure que l'ultime solution à laquelle on aimerait arriver, où on a tous les enfants qui ont des super notes, qui sont tous super instruits, etc., qui est un peu le rêve de base. Est-ce qu'en fait, si on pense le système autrement, on peut arriver à quelque chose de mieux, entre guillemets. Et donc dans cette réflexion-là, il y a un sommet d'experts qui se réunit chaque année, qui s'appelle le World Innovation Summit for Education, WISE, et ça a rassemblé 645 experts l'année dernière, à qui on a posé la question à chacun sur leur vision 2030 de l'éducation, à quoi ça va ressembler. Et à 80%, ils étaient d'accord pour dire que ce sont des parcours 100% individualisés, accompagnés par des facilitateurs. Donc, ce que ça implique, quand on réfléchissait vraiment à ça, c'est donc laisser tomber l'enseignement par un sachant a priori. En fait, on attend de voir ce que la personne a envie d'apprendre. Si c'est 100% individualisé, c'est que c'est décidé par soi, a priori. Sinon, on pourrait pas personnaliser les apprentissages. Et accompagné par des facilitateurs, donc des guides qui t'amènent à aller plus loin dans ce que tu as envie de faire. Plutôt que quelqu'un qui est là pour te donner des instructions sur ce que tu devrais faire et comment tu devrais le faire.
Donc ça, pour moi, c'était vraiment c'est vraiment ce que je poursuis maintenant comme vision et que j'essaye d'implémenter. Donc une fois qu'on a dit ça, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc là, voilà pas mal de choses concrètes qui sont quelques références que j'ai parmi d'autres. Donc un bouquin que je vous conseille en priorité si ce sujet vous intéresse, c'est Free to Learn de Peter Gray, où il parle des apprentissages informels et des écoles justement où on laisse les enfants libres d'apprendre ce qu'ils veulent. Moi-même, je suis allé au CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qui a été fondé par un chercheur qui s'appelle François Tadei, qui est assez reconnu dans le monde de l'éducation en France, et qui a créé un centre de recherche où les étudiants de la licence jusqu'au doctorat sont libres de travailler sur les projets qu'ils veulent et de s'associer à qui ils veulent pour mener leur recherche, et dans un but de créer de la coopération entre les différentes disciplines pour arriver justement à décloisonner les disciplines et arriver à créer vraiment des choses qui sont des choses auxquelles on n'aurait pas pensé du fait du cloisonnement, quoi. Ensuite, il y a un film qui passe en ce moment qui montre des gens qui ne sont jamais allés à l'école et quel genre de vie ils vivent. Être et devenir, ça passe tous les dimanches à 11h30 au cinéma Saint-André-des-Arts. Dans Free to Learn, à un moment, il y a cette école, Sudbury Valley School, qui est présentée, une école qui est super intéressante, qui me sert d'inspiration personnellement, où oui, de 4 à 19 ans, tous les âges sont mélangés, les enfants sont initiateurs de ce qu'on fait, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'activités qui sont proposées a priori, c'est vraiment à eux de proactivement faire des choses et puis aller rechercher de l'aide et rechercher des ressources parmi ce qui est disponible dans leur environnement local et ce que le staff sait faire localement. Maintenant, il y a 42 écoles dans le monde qui fonctionnent sous ce modèle-là et qui fonctionnent très bien. Où les jeunes en général arrivent à avoir leur premier choix en matière d'université ou en tout cas librement entreprendre ce qui leur tient à cœur. Ça, c'est une organisation dans laquelle j'œuvre personnellement, donc European Democratic Education Community, qui est un regroupement de la quarantaine d'écoles en Europe qui fonctionnent sous un modèle similaire, en tout cas où les jeunes sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur journée à partir de 4 ans. Et puis le 42, je vous conseille de regarder, c'est pas mal comme truc aussi. Donc qu'est-ce que je fais moi avec ma collègue Amélia? Donc on a lancé 2 choses. D'abord le club dynamique, où on propose des activités. Donc c'est pas forcément proposé à des gens qui ne vont pas à l'école ou qui vont à l'école. Jusque-là, les inscriptions qu'on reçoit, c'est à 3/4 des non scolarisés, mais bon, c'est pas vraiment un objectif qu'on a a priori, mais l'ambition ici, c'est justement de créer une plateforme de ressources, de compétences et de lieux disponibles pour accéder librement et venir apprendre des choses, voilà, rencontrer des personnes qui s'intéressent à des choses similaires et travailler avec eux pour accomplir des projets. Donc ça, c'est par exemple ce qui apparaît sur la page Sciences et Technologies. Et puis, Nicolas, on s'est mis d'accord que si j'arrive à convaincre certains d'entre vous de venir aider pour l'atelier code, on avait une idée d'organiser un atelier où des étudiants du 42 travailleraient sur des projets avec des jeunes du club dynamique. Donc on discutera de ça. Et puis un des projets de ce club dynamique, c'est justement de créer une école dynamique, donc qui ressemble à cette école dont je viens de vous parler. Ça, c'est la première page qui apparaît sur école-dynamique.org, où il y a 2 vidéos qui montrent cette idée en action, avec des enfants qui sont libres toute la journée de faire ce qu'ils ont envie de faire, et qui proposent de mettre en place dès maintenant cette vision 2030 exprimée par les experts WISE, qui est un apprentissage 100% individualisé, autonome, mené par les enfants, qui sont amenés du coup à entreprendre des projets qui sont d'une complexité qui fait qu'ils coopèrent naturellement avec les autres et avec le staff, et à partager ce qu'ils font avec les autres et être acteurs dans la société dès leur jeune âge. Voilà, donc je pense que c'est la fin. Voilà, j'ai fait un truc vraiment court, un petit blabla de 10 minutes, mais je pense que je veux que ce soit surtout interactif, et j'imagine que ce genre de choses, enfin, à chaque fois que j'en parle avec les uns et les autres, normalement je reste 2-3 heures à parler avec les gens, je pense pas que ça va se passer comme ça, mais c'est un sujet qui habituellement suscite quand même pas mal de réactions et de passion, parce que c'est encore très marginal comme modèle, et c'est adopté par très très peu de personnes dans le monde, comparé à la masse que représente l'éducation moderne, qui date depuis il y a 200 ans.
Et puis voilà, donc j'ouvre vraiment la parole à vous et vos réactions, vos commentaires et vos questions par rapport à ce projet. Qui veut commencer ? Oui, c'était pour savoir, donc vous avez votre association, c'est une association ? Ouais. Par rapport aux infrastructures, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils se réunissent dans des locaux bien particuliers ou... Alors le CRI, là où j'ai fait mon master, donc l'endroit qui a été fondé par François Tadei, nous met des locaux à disposition ponctuellement. Ensuite, pour faire les ateliers de code, Nicolas a dit que c'était OK pour le faire ici au moment où il y a un peu de creux et les postes sont dispo. On a un artiste qui met ses locaux à Gentilly à disposition 2 jours par semaine pour qu'on fasse des ateliers d'art et d'artisanat. Il y a quelqu'un d'autre qui a visité pas mal d'écoles à Sudbury et qui a de l'expérience Montessori et qui est très passionné par ce genre de modèle. Et qui a aussi des locaux disponibles qui sont en plus insonorisés pour faire de la musique. Et là, le processus dans lequel on est, c'est de chercher des locaux pour l'école dynamique, donc qu'on aurait à disposition à 100% du temps pour pouvoir vivre cette éducation à 100% libre et responsable et accueillir des enfants. Là, l'ambition, c'est d'accueillir une 50aine d'enfants à partir de l'année 2015-2016. Voilà, et d'avoir ce lieu à disposition, un lieu ouvert où des gens pourraient entrer librement et venir partager ce qu'ils savent faire avec les enfants. Et puis voilà. Et justement, par rapport aux enfants, c'est quelle fourchette d'âge et est-ce que c'est des enfants qui sont scolarisés aussi en parallèle ou comment ça se passe ? Alors, l'objectif, donc, au-delà de créer une association, c'est de créer une école privée, donc où on pourrait scolariser les enfants. Sachant que donc la responsabilité qu'on doit montrer face à l'État, donc on serait inspecté et on doit montrer qu'on accomplit les objectifs du socle commun. Donc en gros, une fois que les enfants sont en chemin d'arriver, une fois qu'ils auront 16 ans, au socle commun de compétences et de connaissances qui est présenté en 7 points et dont un des points d'ailleurs est l'autonomie et comprendre la liberté et la responsabilité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que c'est vraiment ça le modèle qui arrive du coup à accomplir ce point de la meilleure manière, de vivre vraiment la liberté et la responsabilité, plutôt que juste d'en parler théoriquement et qu'un prof présente en classe d'éducation civique, voilà ce que c'est que la liberté, ou en classe de philo. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment dont il faut avoir l'expérience, je pense, pour vraiment comprendre ce que c'est, quoi, d'être libre entrepreneur, de vivre sa vie comme un projet personnel. Ça s'en prend pas avec une présentation PowerPoint, quoi. Et donc oui, donc c'est là la partie un peu compliquée. J'espère qu'on aura des inspecteurs bienveillants. Mais jusque-là, pour l'instant, il y a une école qui vient d'ouvrir en mai et qui est sous ce modèle-là, qui est à partir de 4 ans. Donc tu me posais la question des âges. Ouais, c'est à partir de 4 ans. Et on mélange tous les âges. Il y a une logique de grande classe unique, sans catégorisation. Parce que dans toutes ces écoles, ils voient vraiment les effets de co-apprentissage entre les jeunes. Quelqu'un qui a 7 ans et qui vient de découvrir des choses fascinantes de quand il avait 4-5 ans, il est très à même de pouvoir partager ce qu'il sait faire avec les plus petits que lui. Et en plus, lui, ça lui permet de cristalliser ses compétences et ses connaissances. Et donc, il y a vraiment des effets d'apprentissage dans les deux sens quand on mélange les classes d'âge. C'est super important de mélanger les classes d'âge. C'est vraiment un des facteurs clés qui fait que les enfants de Sudbury sortent aussi confiants, aussi multicompétents et polyvalents, et ils savent faire plein de trucs. C'est un des effets clés, quoi. Bonjour Gaëlle Mangin, juste pour savoir, du coup c'est entre 4 et 19 ans, comme les écoles Sudbury. Il y en a combien en France pour le moment ? Ouais, justement, il n'y en a qu'une. Donc il y en a une qui a ouvert en mai, c'est ça ? Qui vient d'ouvrir en mai à Dijon. Et puis je connais bien la créatrice. Pour l'instant, il y a une quinzaine d'enfants. Et je pense que les âges, ça va de 5 jusqu'à 14 pour l'instant. Et puis, ouais, l'intuition, c'est plus que l'intuition, c'est aussi vérifier dans les faits. Vaut mieux commencer le plus petit possible, en fait. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait une école primaire dans le système classique, on est déjà pas mal, je dirais, déjà conformé à penser l'apprentissage de manière scolaire, de penser que l'apprentissage, c'est ça, c'est juste des matières et des examens et tout ça. Et puis, ça prend pas mal de temps, du coup, à vraiment digérer et comprendre ce que c'est, de un peu se désintoxiquer de ce truc-là pour comprendre ce que c'est que d'être libre et responsable de son propre parcours, quoi. Et d'expérience, ils ont vu que cette période-là d'adaptation, ça peut durer 3, 6 mois, voire 1 an.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit même dans la réalité un peu tous les ans, les bacheliers qui sortent et qui vont à l'université. Il y en a beaucoup qui plantent complètement leur première année. Et moi, je pense que c'est vraiment principalement dû à cet effet-là. Il y a l'effet un peu mauvaise orientation, mauvais choix. Mais il y a surtout l'effet, on part d'un système où on a été hyper cadré, on nous a tenu la main pour nous donner des instructions précises sur ce qu'on devait faire quasiment chaque semaine. Et là, on arrive à l'université et on te dit, dans 4 mois, tu as un partiel, tu es libre d'aller en cours si tu as envie, c'est vraiment à toi de gérer ton truc. Et ouais, il y en a beaucoup pour qui c'est tant de liberté, c'est tellement vertigineux qu'ils sont amenés à pas arriver à gérer ça, quoi. Et du coup, l'État a accepté. Alors là, elle n'a pas encore été inspectée, cette école. C'était ma question. Il y a pas mal de pays qui sont quand même aussi rigides que la France. En Allemagne, il y a plein d'écoles démocratiques. Il y en a, comme ça, je dirais une dizaine, une quinzaine. J'en ai visité une. Et il y en a une qui est montrée en vidéo ici, qui est à Fribourg, si je me souviens bien. Donc ça existe en Europe, mais en France effectivement on est un peu en retard en termes d'ouvrir ce genre d'école. En 1981, il y a Gabi Cohn-Bendit qui a fait une lettre ouverte au président et qui a arrivé à faire ouvrir 4 lycées, mais c'est qu'à partir de 16 ans, quand l'éducation obligatoire est terminée de toute façon et que tout le monde a déjà bien été formaté par le système habituel. Donc les écoles à partir de 4 ans, c'est assez nouveau. Mais on pourrait dire que toutes les écoles Montessori et alternatives, genre de Crowley et tout, c'est déjà un grand pas vers ce genre de modèle. On n'y est pas encore parce que c'est toujours des activités dirigées par l'adulte, qui est ce que ce modèle remet en cause. Mais c'est déjà un grand pas, c'est déjà un spectre de liberté beaucoup plus étendu. Ouais. Est-ce qu'à la sortie de toutes ces écoles, tous les enfants savent lire et compter? Pour moi, c'est la base minimum que tout enfant doit avoir. Est-ce que tous les enfants savent lire et compter à la sortie de ces écoles? Alors, la réponse est oui. Et en fait, ce qu'on découvre, donc, pas mal de choses. Donc déjà, la lecture, il y en a qui apprennent à 3 ans et d'autres à 11 ans. C'est en général l'âge le plus tardif auquel ils apprennent. Et les familles qui ont déscolarisé leurs enfants et qui ont assuré leur instruction à la maison, donc d'habitude elles commencent avec un système très scolaire à la maison, en gros ils répliquent l'école à la maison et peu à peu ils se rendent compte, ceux qui ont un peu une sorte de connexion je dirais avec eux-mêmes et avec leurs enfants et tout, qui est assez bienveillante et assez consciente, ils se rendent compte que ça affecte de manière assez négative finalement leur relation avec l'enfant. Et de plus en plus, ils libèrent les choses et puis ils ont tendance à lui faire confiance. Et en se rendant compte qu'en lui faisant confiance, il apprend plein de choses vachement plus vite et que c'est plus efficace. Et du coup, ils vont de plus en plus vers ce qu'on appelle donc le unschooling, quoi. Donc l'approche plutôt autonome, dirigée par soi. Et d'ailleurs, des parents ont été très frustrés aussi pour enseigner la lecture. Et autant qu'à un moment donné, ils laissent tomber parce qu'ils se disent mais c'est super frustrant, mon enfant veut juste pas lire, il veut pas s'y mettre, il veut pas apprendre. Et en laissant complètement tomber, à un moment donné, l'enfant, tout à coup, du jour au lendemain, apprend à lire. Ça se passe vraiment très rapidement, en quelques semaines de temps. Et habituellement, ce qui fait jaillir ça, c'est un besoin urgent de comprendre quelque chose, de naviguer sur Internet pour apprendre un truc. Il y a quelque chose dans leur environnement qui suscite le besoin de savoir lire pour accomplir cet objectif. Et l'urgence du besoin fait qu'ils vont apprendre à lire. Et puis après, faut aussi prendre en compte on est tous différents, on a tous des cerveaux différents qui avons des aptitudes a priori différentes et des appétences a priori différentes pour la lecture. Il y a tout simplement des dyslexiques pour qui c'est assez difficile. Et justement, ce tunnel exactement à 5-6 ans, il faut absolument apprendre à lire parce qu'il faut savoir lire pour apprendre tout le reste du programme qui arrive pendant l'école primaire. Et souvent, c'est ça qui casse en fait la dynamique d'apprentissage et qui va dégoûter l'enfant de l'apprentissage et il va considérer que tout ça, c'est de la torture, du labeur et quelque chose qu'il n'a pas envie de faire et qu'on lui impose. Et du coup qui justement tue la créativité, cette curiosité, cet enthousiasme naturel d'apprendre des choses. C'est en fait ça plutôt qui peut être destructeur pour les apprentissages même des fondamentaux comme lire, écrire, compter. On a cette intuition comme quoi il faut avoir un professeur diplômé, un enseignant qui a fait le CAPES ou qui a un concours de prof des écoles pour enseigner la lecture et l'écriture, mais en fait la lecture et l'écriture s'apprend automatiquement du fait qu'on vit dans un environnement qui est plein de lecture et d'écriture partout, pour se balader en métro, pour faire n'importe quoi dans la vie. On a quand même, et aujourd'hui surtout pour être sur les réseaux sociaux et communiquer avec les copains et tout ça, c'est un besoin fondamental et donc les enfants l'apprennent sans qu'on ait besoin de leur enseigner, de les forcer à le faire, quoi.
Concrètement, comment ça se passe vos activités, par exemple, pour votre club de robotique? Les gens viennent et puis ils se dispersent comme ça? Alors le club de robotique, justement, c'est marrant parce que c'est le plus populaire de tous pour l'instant. On a une chercheure en neurosciences et en robotique qui s'est proposée pour ça, qui est une amie d'amis et qui a trouvé le projet très intéressant, donc elle m'a contacté. Et puis ce qu'elle propose, c'est comme tout métier, en fait, on montre ce qu'on sait faire. Et elle, au début, elle va montrer, voilà, moi ça c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, il y a ces robots-là que j'ai construits. Et montrer les informations qu'on peut facilement acquérir sur Internet pour avoir des idées de robots qu'on pourrait construire. Et puis après, ouais, c'est pas vraiment lâcher dans la nature, mais c'est plutôt à travers le dialogue enfin, un accompagnement qui consiste à comprendre ce que l'enfant a envie de faire et être attentif à ce que lui l'intéresse, et du coup de l'aider à accomplir ces projets. Donc les enfants qui sont inscrits à l'atelier robotique, a priori, on se dit ce qu'ils aimeraient faire, c'est de fabriquer un robot et de le voir fonctionner de manière autonome, et c'est ça qui va les faire, qui va les faire vibrer. Et donc c'est juste cette situation qu'on va essayer de créer en étant présent pour l'enfant, mais pas forcément en enseignant le même truc à tout le monde, en les installant, en disant en gros, étape 1, étape 2, étape 3, c'est ces trucs-là que vous devez savoir faire pour fabriquer le robot. Et d'ailleurs, vous allez tous fabriquer le même, vous allez tous prendre cette pièce et la mettre dans tel truc, et après, ça va faire un robot. Voilà, le but, c'est de personnaliser au maximum. Et puis cette chercheur est complètement dans cet état d'esprit. C'est ce qu'elle recherche aussi, quoi. Et du coup, vous cherchez des étudiants de 42, mais comment ça se passerait alors pour nous dans ce projet? Alors, donc là, pour ce projet en particulier, justement, le programme serait à designer ensemble et voir comment est-ce qu'on peut créer une situation qui serait... comme vous faites ici au 42, vous accomplissez des défis assez compliqués en permanence pour répondre aux exigences du parcours. Là, peut-être que ce serait en gros créer un mini 42, la petite sœur du 42, mais pour un truc abordable pour des jeunes, je dirais à partir de 12-13 ans qui seraient intéressés par ça, quoi. Ouais, et puis le logo, c'est ça, enfin, pour les tout petits. Ouais, en fait, on pourrait même faire un truc pour les tout petits, du coup. Code of hour pour les jeunes 10-11 ans, comme ça. D'accord. Il y a plein de jeux dessus et du coup les gamins peuvent choisir le jeu qu'ils veulent. Et est-ce qu'il y a déjà des activités similaires qui sont organisées par le 42 avec des plus petits? Non, alors ça, ce serait la... Honnêtement, chaque parent peut donner ça, l'installer sur l'iPad ou n'importe quoi de leur enfant. Moi, j'ai testé avec des petits et ça marchait très bien. Tout de suite, ils se sont amusés à faire des trucs. D'accord. C'est très rapide et très instantané, sans besoin d'encadrer particulièrement. Bon, ça c'est super. Justement, enfin, tout ce qui permet de lancer les petits et les jeunes sur un parcours où ils seraient eux-mêmes en maîtrise de ce qu'ils font et de se donner des objectifs et de les acquérir, c'est ça l'idéal, quoi. Alors, pour répondre un peu à ta question, il y a déjà quelques étudiants qui ont commencé à se réunir pour effectivement participer à des clubs, des associations, et aider justement les jeunes à appréhender l'informatique et la programmation en général. Moi, la question que j'avais envie de poser sur la robotique, vous utilisez quel genre de matériel à peu près? Alors là, on va utiliser l'Open Lab du CRI, a priori, où on a une imprimante 3D, on a un laser cutter, on a 3 imprimantes 3D même, et dont une qui est open source et qui arrive à usiner les pièces qui permettent de fabriquer d'autres imprimantes 3D. Donc c'est une imprimante 3D qui a une capacité à se reproduire. De manière asexuée, bien sûr, enfin je pense que ça... Et il y a donc tout ce qu'il faut pour faire des circuits électroniques. Et ouais, il y a une scie, enfin il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire du bricolage de base. Donc ouais, le but ce serait aussi d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on utilise une imprimante 3D, comment est-ce qu'on fabrique des petites pièces en résine. Je pense que les robots que les étudiants du CRI ont fabriqués jusqu'ici, il y en a qui ont fabriqué des drones là, avec 4 petites hélices pour voler. Voilà, c'est à peu près ce que je sais de ce lieu qu'on va utiliser.
Et tout marche sur le bénévolat. C'est-à-dire chaque personne, chaque représentant en fait marche sur le bénévolat. Ouais, jusqu'ici c'est comme ça. Alors après, je me fais pas d'illusions pour le long terme. Je pense qu'il y a un moment où il faudra quand même payer les gens. Mais pour l'instant, vu qu'on essaie de continuer à prouver le concept, même si pour moi le concept est déjà prouvé depuis les années 60, depuis que Sudbury a lancé son truc, en fait, pour moi c'est vraiment pour avoir pas mal lu sur le sujet, les expériences qui ont été faites et en fait, une fois que ces étudiants de Sudbury ont grandi et qu'ils ont maintenant un métier, une vie et tout ça, et qu'on va les questionner, qu'on va leur demander ce qu'ils font de leur vie, et qu'on fait une étude assez large de que deviennent toutes ces personnes-là, enfin, on se rend compte vraiment de la beauté du modèle, quoi. Donc là, je dirais qu'on est un peu passé le proof of concept de la partie pionnière de la courbe d'adoption là, et on entre pour moi dans la partie early stage où on commence à adopter de manière plus large et puis à essaimer, quoi. Et ça c'est plutôt une initiative d'essaimage que vraiment d'invention de quelque chose de nouveau. Et je pense que pour le début de cet essaimage en France, on va devoir quand même compter sur pas mal de gens qui croient tellement au truc qu'ils sont prêts à donner une année régulièrement. Et là par exemple celle qui fait l'atelier robotique, elle est motivée pour faire carrément 3 ateliers qui se rencontreraient chacun une fois toutes les 2 semaines pour avancer. Et sachant qu'elle sait aussi comment organiser le truc pour que les enfants puissent continuer chez eux à faire des choses entre 2 séances et qu'ils puissent librement travailler et avancer sans qu'elle ait besoin de regarder tout le temps ce qu'ils font, quoi. Et l'autre modèle, celui qui est ouvert en mai, marche aussi comme ça, bénévolement, ou il y a un financement derrière ? Non, là il y a un financement, il y a, je pense, une personne qui est employée à plein temps. Elle-même, elle travaille gratuitement pour l'instant, mais il y a bien un moment où il va falloir qu'elle se paye aussi. Ils ont un loyer à payer. Et nous d'ailleurs, l'école dynamique, on va avoir un loyer à payer aussi une fois qu'on va trouver nos locaux. Et on va financer ça avec des frais de scolarité. Et donc c'est les élèves qui payent pour l'autre école aussi ? Alors pour l'école, le truc à 100%, et ceux qui seront scolarisés, ouais, là on aura quand même un modèle économique. Mais sachant que ce qu'on essaye, évidemment, c'est de ne pas créer... voilà, souvent les écoles alternatives qui se créent, ça coûte cher. Enfin... moins cher qu'en fait l'éducation nationale. Il faut savoir, l'éducation nationale, ça coûte 8 à 10 000 euros par élève par an, ce qui n'est pas négligeable. Et une école Montessori, en général, c'est quelque part entre 6 et 8 000. Donc effectivement que c'est super cher vu qu'on doit le payer en plus au-delà des impôts. Mais en fait, ils arrivent à être mieux performés économiquement que le système public. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de réduire ça aux frais les plus incompressibles possibles, donc les loyers, l'assurance et tout ça. Et pour la première année, arriver à fonctionner autour de 2 000 euros par élève par an. Et d'avoir même carrément un système de bourse où il y a certaines familles qui payent plus et d'autres qui payent moins, enfin voilà quoi, pour que même ceux qui n'ont pas du tout les moyens et qui, par exemple les familles monoparentales et pas hyper favorisées, puissent aussi venir participer. Ah oui, et aussi donner la possibilité à des parents d'élèves de contribuer en temps, de venir faire des permes et tout ça. Donc on n'aura pas que des bénévoles, on aura aussi des parents qui paieront leurs frais de scolarité en travaillant. Et vous avez beaucoup parlé de la liberté des élèves. En fait, dans quel cadre est-ce qu'ils évoluent tous les jours, on va dire ? Alors, s'il fallait comparer à l'école conventionnelle, un cadre beaucoup plus ouvert, donc où ils seraient libres aussi de se déplacer, de faire des sorties, d'aller dans des musées, des expos, aller jouer au parc quand ils veulent, enfin... Là, si vous regardez cette vidéo-là, par exemple, la porte de l'école est ouverte en permanence. En fait, c'est pas vraiment un endroit où on emprisonne les gens. Le but, c'est juste que ce soit un lieu parmi d'autres qui est proposé, mais qui soit un peu le QG, quoi, le point de rassemblement où on sait que tout le monde est là et puis et qu'il y aura toujours du monde. Mais s'il y a un groupe de jeunes qui veulent prendre l'initiative de bon, allez, on veut aller faire ce truc-là, ou on veut aller carrément faire un voyage dans la nature et faire, je sais pas, 2 semaines de stage de survie en forêt ou je sais pas quoi, ils inventeront les trucs qu'ils veulent. Il y en a qui veulent construire un bateau là déjà, ça va loin. Et voilà, les laisser entreprendre et les laisser aller au-delà des murs de l'école, quoi. Le but, et en plus quand on questionne les jeunes, donc et si des jeunes inventaient une école, on l'a vraiment fait, hein, on a rassemblé des jeunes et on leur a demandé ce qu'ils veulent. Enfin, quelle serait leur école idéale, et souvent on a ce commentaire-là, une école où on n'est pas entre 4 murs, quoi. On fait des sorties très souvent. Et après, les petits, ouais, là, faut qu'ils soient quand même plus surveillés. C'est là que c'est la limite, le moment où ils commencent à devenir un peu autonomes pour bouger dans la ville. Bah, c'est un peu
comme quand vous et moi on a commencé à prendre le métro et que nos parents nous ont laissé prendre le métro, quoi, finalement. Donc ça se fait naturellement. Finalement, je dirais que c'est ça, quoi. C'est la question du lieu, de l'âge approprié pour faire quoi que ce soit. C'est naturellement, comme on le ferait, on vit dans le monde, on est dans un environnement local qui s'appelle Paris. Voilà, c'est ça notre école, quoi. Mais avec toutes les personnes, tous les acteurs de la ville, les associations, les autres écoles, les entreprises aussi. On est associé avec l'entreprise Playback, ceux qui ont fait les incollables. Je ne sais pas si vous avez vu ces trucs quand vous étiez petit, les trucs de questions-réponses là. Et Jérôme Saltet, qui est un des gérants de Playback, est hyper passionné par ce sujet du renouveau de l'éducation. Et puis ils font déjà des ateliers où ils accueillent les jeunes pour leur apprendre les ficelles du métier de journaliste et tout ça. Et donc on va aussi faire des trucs avec eux. Il y a un atelier journalisme où on invite les jeunes à aller justement investiguer et à aller sur le terrain et regarder ce que font les gens dans les différentes activités et publier des articles à propos de ce qui se passe, quoi, de faire en gros le blog du Club Dynamique. Justement, vous trouvez que l'école nuit à la créativité et que c'est façonné de façon à travailler plus tard. Et justement, vous pensez, est-ce que c'est pas un peu bizarre de suivre pour un développement personnel? Au final, ce que vous faites, c'est plus pour le développement personnel, mais c'est opposé justement à l'entreprise. Est-ce que ça peut pas poser problème à un moment si tout le monde fait ce qu'il veut, entre guillemets? Ok. Ouais, je vois le point, mais donc en même temps, je vais retourner par une question. Vers quel monde sommes-nous en train d'aller? Est-ce que les entreprises dont tu parles, qui ont un modèle pyramidal où on recrute des gens pour qu'elles soient managées et pour qu'on leur donne des instructions sur ce qu'elles doivent faire, est-ce que peu à peu, en fait, ces jobs ne vont pas être remplacés par des jobs justement où tu es plus entrepreneur ou intrapreneur dans le collectif dans lequel tu es? Est-ce que le monde ne ressemble pas de plus en plus à Internet, avec des réseaux qui fonctionnent en peer-to-peer, des projets comme Linux et Wikipédia et autres, où les gens se rassemblent comme ça spontanément et travaillent de manière dynamique et organique, sans qu'il y ait des instructions imaginées par un chef tout là-haut qui se dit « Ah oui, on va faire tel projet », et puis après qui fait percoler des instructions vers le bas, et on a des ouvriers ensuite qui font les petites tâches de base qui ont été imaginées par un grand architecte qui a fait tout le planning central du truc. Ça, c'est un modèle, justement, on va de plus en plus vers des modèles horizontaux d'entreprise, plus agile, plus horizontal, où tout le monde a un rôle plutôt polyvalent et n'est pas juste dédié à faire une seule tâche basique et répétitive. Et je pense que même Free, c'était ce pas vers ce nouveau type d'entreprise, qui arrive à faire en gros la même chose que Orange, mais et mieux, avec beaucoup moins de monde. Donc c'est forcément qu'il y a une agilité, un dynamisme beaucoup plus avancé. Et donc là vraiment la réflexion, c'est que la créativité, c'est la compétence du 21e siècle, quoi. C'est de pouvoir créer, d'être libre entrepreneur de ce que tu fais, même au sein d'une entreprise, en fait. L'entreprise ne remet pas en cause le fait de librement contribuer. Il y a un bouquin d'ailleurs que je vous conseille, Reinventing Organizations. Ça, c'est vraiment un bouquin que m'a conseillé François Tadei, et je vous le recommande aussi, qui fait justement le benchmark d'entreprise à 100% autogéré, en fait, où chacun dans l'entreprise, et même des entreprises parfois de 40-50 000 personnes, où chaque personne dans l'entreprise est libre entrepreneur, en fait, dans le cadre, et d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il doit faire pour contribuer au projet global, quoi. Donc voilà ce que je pense. C'est pas un changement qui va se faire du jour au lendemain, évidemment. C'est pas... Là, on est dans ce système-là, et tout à coup, tout le monde devient créatif et libre entrepreneur et tout ça, mais il y a quelque chose dans l'air, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans ce début de siècle, quoi. S'il vous plaît. Ouais. Si j'ai bien compris, actuellement, vous organisez juste des activités, c'est ça?
Oui. À quelle fréquence? Là, on a une douzaine d'activités qu'on est en train de lancer et ça va dépendre des organisateurs de ce qu'ils veulent faire, mais en général, ils font ça, enfin, ils se rassemblent avec les jeunes une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour faire avancer les projets que font les jeunes. D'accord. Et lorsque vous aurez des locaux, ce sera comment? Et bien là, ce sera à temps plein. On aurait les locaux non seulement pour les horaires scolaires, mais périscolaires. Le but, c'est qu'on soit actif tout le temps et qu'il y ait du monde qui vient, qui fasse des trucs dans tous les domaines, que ce soit dans l'intellectuel ou le hors intellectuel, quoi. Et ça sera juste des horaires scolaires ou ça sera ouvert 24/24 Non, justement, le but, c'est d'ouvrir... enfin, 24/24, je sais pas, mais en tout cas, dans la journée, aussi en horaire périscolaire, pour aussi inviter justement des jeunes qui vont à l'école, de venir aussi dans cet espace et de profiter de ce qu'on y fait, de rencontrer les jeunes de l'école dynamique, pour créer du lien et de l'échange aussi avec d'autres et qu'on ne soit pas entre nous qui ne communiquent pas avec l'extérieur, quoi. Le but, c'est d'être le plus ouvert possible et que les parents participent au projet de l'école, que des adultes puissent librement venir et voir ce qui s'y passe, et même des profs puissent venir et observer ce qu'est l'apprentissage autonome, et voilà, pour aussi tenter d'ouvrir les esprits et d'être visible et de communiquer aussi sur notre modèle sans se cacher, quoi. De montrer un autre possible, quoi. Et juste pour revenir sur le truc, donc l'école tue la créativité, donc ça c'est ce que dit Ken Robinson. Il est un peu radical dans son truc quand même, hein. Enfin, lui, ce qu'il préconise justement, c'est vraiment de jeter le système à la poubelle, quoi, de prendre le système éducatif et de l'abolir et de faire quelque chose de complètement différent à la place. Bon, après, je pense qu'il le dit un peu par esprit de provoque et qu'il sait bien lui-même que c'est une transition qui va s'opérer assez lentement. Moi, en tout cas, ce que je préconise, c'est pas d'abolir l'école, hein. Moi, ce que je préconise, c'est juste de libérer l'espace pour de multiples systèmes. Vu qu'on est tous différents, de laisser la possibilité à chaque famille, à chaque jeune de choisir son école ou sa non-école, ou en tout cas de ne pas avoir qu'une seule possibilité et de penser qu'il n'y a qu'un seul choix dans la vie, c'est d'aller dans cette école-là et de ne rien pouvoir faire d'autre. Donc plutôt libérer le choix, mais pas forcément d'abolir le choix qui existe déjà maintenant. Enfin, c'est plutôt une coexistence utile et pacifique entre plusieurs systèmes d'éducation, sans pour autant qu'on se critique les uns les autres, mais plutôt même qu'on coopère et qu'on existe ensemble. Ouais. Juste pour rebondir sur la question précédente, je voulais savoir pour les vacances scolaires, en fait, est-ce qu'ils seraient gardés, enlevés, je sais pas. Alors, c'est une bonne question, j'ai un peu réfléchi, mais j'ai pas forcément une réponse. Moi, le rêve, je pense que c'est qu'il n'y ait plus vraiment le concept de vacances scolaires, quoi. Enfin, que tout le monde parte en même temps. En plus, ça crée ce problème de des billets d'avion qui deviennent tous super chers pendant cette période-là et tout. Bref, enfin, pourquoi... et en plus, pourquoi ce concept du genre, ok, je vais à l'école et c'est embêtant et tout, et j'attends les vacances scolaires, et boum, dès que les vacances scolaires arrivent, ça y est, je suis libéré, et maintenant je peux enfin ne rien faire, quoi. Donc c'est ça qui est considéré comme génial, c'est de ne rien faire. Et là, le but, c'est de créer un lieu qui est tellement attractif que, ouais, on a envie d'y aller, quoi. En fait, vacances ou pas vacances, en fait, le concept de vacances se dissout parce que c'est plutôt, oui, il y a des moments de repos qui sont intégrés, il y a des moments de plutôt divertissement et jeu, et d'autres moments où on fait des trucs un peu plus sérieux, mais il n'y a pas vraiment ce concept du genre je travaille, et puis après je suis enfin libéré pendant 2 semaines, et après, oula, je dois recommencer à travailler. C'est cette coupure un peu artificielle, bon, j'y crois pas trop, et moi je rêve aussi de parcours où on puisse tout à coup partir 3 mois comme ça dans un autre pays et apprendre une langue. Au lieu de prendre 2-3 cours par semaine qui font que finalement ça LV1 ou ça LV2, on sort du lycée parfois en maîtrisant à peine les bases, et qu'on sait que quand on voyage dans un pays pendant 3-4 mois, enfin, ça suffit pour devenir quasiment bilingue, quoi. Donc, ouais, donc c'est ce temps contraint, les emplois du temps heure par heure et les vacances scolaires et tout, donc ça c'était des éléments de design de base du moment où on a inventé ce truc-là, et je sais pas trop quand est-ce que c'était qu'on a inventé ce calendrier et ces emplois du temps, mais ouais, ça aussi, ça, à mon avis, ça à remettre en cause, quoi. Et on peut faire autre chose de plus efficace. Donc le 42, vous avez des vacances scolaires? Non, justement, bah voilà. Donc le 42, c'est un exemple. Encore une fois, pour répondre un peu à tes interrogations, il faut se dire qu'à la base, les vacances scolaires ne sont pas pensées pour les élèves. Par exemple, les vacances d'été, si on prend la coupure de 2 mois, en fait, c'est pour que les enfants puissent retourner à la campagne pour aider leurs parents dans les champs et à travailler pendant cette période-là,
et où ils vont justement faire autre chose pour aider les agriculteurs. Aussi, on a un découpage en zones. À la base, c'est effectivement aussi pour la SNCF, en fait. Comme ça, ils décalent leur départ et leur retour précisément. À aucun moment, ça n'a été posé la question de est-ce que ça fait du bien aux enfants ou aux élèves. C'est vraiment uniquement pour les entreprises, pour aider les gens à travailler, à optimiser leur vie, pas pour optimiser l'éducation. Ouais, d'accord. C'est intéressant. J'avais des questions aussi par rapport à la méthodologie et comment intéresser justement les élèves à certaines matières qui peuvent paraître rébarbatives, comme je sais pas, les mathématiques pour certains ou la littérature pour d'autres. C'est sur quelle méthodologie vous basez en fait pour l'apprentissage? Alors, justement, on n'essaye pas de le penser comme ça, du genre comment est-ce qu'on va intéresser l'élève à cette chose, parce que même ça veut dire qu'on commence à avoir un esprit a priori, il faut que les élèves apprennent cette chose. Donc, je pense que c'est vraiment le challenge ici, c'est d'abandonner l'idée même de formater les jeunes d'une quelconque manière, quoi. Et c'est plutôt l'approche qu'il y a à revoir. Donc, c'est pas dire qu'une matière en vaut plus qu'une autre et une certaine activité en vaut plus qu'une autre, mais en fait de considérer que tout est questionnement et tout est art, en fait. Ça veut dire que c'est plutôt l'approche qu'on va avoir par rapport à chaque domaine dans lesquels on pourra apprendre, c'est qu'il y a une touche artistique et une touche de questionnement dans tous les domaines. Et en fait, les maths, déjà, bon, il y en a une partie qui est complètement intégrée dans dans nos vies parce qu'on utilise des chiffres dans de nombreux domaines. Et bon, après, je dirais qu'au-delà de savoir compter, multiplier de manière basique et d'utiliser un Excel, les autres compétences sont vraiment réservées à une minorité. Mais alors après, comment est-ce qu'on gère ton truc? Je dirais que du coup, faut un peu oublier, je dirais, cette nécessité que tout le monde fasse des mathématiques, de chercher un consensus que tout le monde doit faire ce truc-là, cette matière-là, et l'étudier avec ce manuel-là, etc. Tout le monde fera des mathématiques quoi qu'il arrive, parce que c'est un besoin essentiel de la vie, et quand il y a un besoin essentiel, l'urgence du besoin fait qu'on apprend, et on peut apprendre tout seul, ou en posant des questions à des gens autour de soi. Et après, par contre, une autre question, c'est est-ce que quelqu'un peut sortir mathématicien de ce système-là? Déjà, intuitivement, je dirais que oui, on peut imaginer que oui, parce qu'il y en a qui vont, tout comme il y a des gens qui sont pris de passion pour les mathématiques depuis l'Antiquité, enfin, il pourrait y en avoir évidemment aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup plus de mathématiques partout et que l'exposition à ça est vachement plus facile qu'avant. Et j'ai un exemple précis dans un livre qui parle de Sudbury, qui est écrit par le fondateur de Sudbury lui-même, qui raconte l'histoire d'un de ces jeunes, où Sudbury, ils ont des cours de mathématiques parfois, parce qu'il y a des jeunes qui se rassemblent et qui disent on veut apprendre de l'arithmétique, enseignez-nous l'arithmétique, quoi. Et il y a carrément des leçons qui se mettent en place. Donc c'est pas forcément aussi un truc anti-leçon, mais c'est juste que l'organisation de la leçon est un processus qui est impulsé par les jeunes. Et là, il y avait un jeune un peu particulier qui avait envie d'apprendre les maths, et donc il allait voir un des membres du staff et il a dit voilà, j'ai envie d'apprendre à faire des maths. Et habituellement, ce qu'ils font, le staff, c'est qu'il là, il était déjà jeune ado, et puis un ado, il lui donne habituellement directement le livre niveau fac, parce qu'habituellement, ce qu'on fait en fac, c'est qu'en fait, on reprend tout depuis le début et on le fait de manière vraiment exhaustive et sérieuse. Et il lui dit, voilà, commence avec la page 1 et puis viens me voir dès que tu as des questions. Et il y a des semaines et des mois qui passent et le jeune n'est jamais revenu, et donc l'adulte s'est dit il a probablement laissé tomber son projet d'apprendre les maths parce qu'il est jamais venu me voir. Sauf qu'au bout de quelques mois, il est revenu en ouvrant la page, en ouvrant le milieu du bouquin, en disant page 254, là il y a un truc que j'ai pas hyper bien compris. Et donc il a posé sa question et après donc l'adulte lui demande t'as besoin de quoi que ce soit d'autre, et il fait non c'est bon, et il repart, et quelques années plus tard il se retrouve à faire un master puis un PhD en mathématiques. Donc voilà, quelqu'un qui a appris les maths tout seul. Donc pour moi, en gros, si lui il existe, et si le système scolaire qui t'amène à Polytechnique existe aussi, en gros tous les systèmes existent, quoi. Il faut juste les laisser vivre et les laisser opérer librement, quoi. Ouais, mais un cas particulier qui existe. Donc si dans la réalité on observe que ça a existé, c'est qu'en fait il y a tout un spectre de possibilités, et c'est ça ce que je remets en cause, c'est pas de du coup faire comme lui, mais c'est plutôt voilà, on a peut-être cette courbe, cette gaussienne là qui a la répartition de toutes les personnes, et effectivement une majorité de personnes vont plutôt opérer comme ça, mais après
quel est le coût pour la société si on essaye de prendre les queues de Gauss là, de ta distribution et qu'on essaye de les ramener vers la moyenne, quoi, que tout le monde fasse plutôt pareil comme parcours. Bah, l'intuition, c'est que en fait, c'est ça, quoi, tu perds. Tu perds un énorme potentiel créatif en contraignant ces personnes à opérer d'une certaine manière plutôt que de la manière naturelle avec laquelle ils opéreraient. Il y a quand même... Donc l'électricité et les télécommunications, c'est le truc dont on dépend à peu près tous aujourd'hui dans la société moderne. Ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Faraday, qui n'est pas allé à l'école, qui a arrêté à 8 ans parce qu'il était dyslexique et dysphasique et tout le monde se moquait de lui à l'école, y compris la maîtresse. Et sa maman, choquée de voir que son fils se faisait humilier en permanence par tout le monde, le retire de l'école. Et c'est à travers son expérience personnelle, à un moment donné, en allant voir des shows de trucs de l'électricité. Avant, il y avait des magiciens qui utilisaient l'électricité pour époustoufler le public et tout ça. Il y avait des shows publics de ce truc-là. En voyant ces shows, il s'est passionné d'électricité. Il a commencé à étudier le truc de manière autogérée. Et puis, il a inventé ce qu'on appelle la loi de Faraday, qui permet de fabriquer le courant alternatif qui fournit de l'électricité à au monde entier. Il y a un pourcentage d'échecs dans le système scolaire actuel. Est-ce qu'il y en a un aussi dans ce système-là? Alors, en fait, c'est là que c'est un peu difficile de parler d'échec ou de réussite, parce que justement, c'est ça le truc. Donc c'est là qu'il faut relever les compteurs, à mon avis, et c'est comme ça que tu le fais, et la réponse est oui. Ça veut dire qu'il y a des livres qui ont été écrits sur tous ces gens qui ont fini l'école. Donc pour deux écoles, elles ont été faites. Summerhill en Angleterre, qui existe depuis les années 20 carrément, qui est la première école un peu de ce genre-là à exister, sauf qu'ils sont allés un peu moins loin que Sudbury, dans le sens qu'il y a quand même des cours a priori qui sont proposés, et qu'il y a un programme de leçons, c'est juste que tu n'es pas obligé d'aller aux leçons. Donc c'est un peu comme le concept de l'université, mais ramené jusqu'aux âges les plus petits. Et puis ouais, c'est ça, quand tu relèves les compteurs à l'âge adulte, vie choisie, très souvent il y a peu de salariés en fait parmi cette population. C'est surtout des gens qui ont créé leur propre travail, quoi. Ça peut être un travail assez basique, mais c'est pas forcément quelque chose qui te fait gagner beaucoup d'argent, et justement les indicateurs du succès en fait ont tendance à changer quand on adopte ce modèle et cette manière de penser. Et la note au bac, le salaire d'embauche, etc., ça devient vraiment des critères secondaires par rapport à est-ce que tu as trouvé ton truc, quoi. Est-ce que tu as vraiment développé le génie qui est en toi? Est-ce que tu es allé trouver le domaine dans lequel tu te sens dans ton élément, dans lequel tu te sens épanoui? Et oui, et en général, le résultat, c'est ça. Donc moi, j'ai pas entendu parler d'échec en fait, dans ce modèle encore. Mais je pense que si c'est s'étend beaucoup plus, évidemment, enfin, on pourra toujours commenter, mais là, le système actuel, il produit 20% chaque année qui sortent du système et souvent abîmés, un peu, pas humiliés, mais en tout cas qui sentent que voilà, ils sentent qu'ils ont échoué, en tout cas, que toutes ces années, ça a été pour finalement échouer et être un perdant du système. Et donc avec ce que ça implique comme schéma mental de se projeter après, de projeter son avenir et de se dire ce que tu es capable de faire. Donc ça, c'est assez troublant. Et après, pour parler des profils originaux encore, donc il y a des jeux, après on peut y croire plus ou moins, mais la mesure du QI, donc certains passent par ces évaluations de QI, et il y en a qui ont un QI de plus de 130 et donc qui sont considérés comme haut potentiel ou surdoués ou précoces, c'est ces labels qu'on utilise pour les décrire, et ça représente à peu près 2-3% de la population, ceux qui ont un QI de plus de 130, et 30% de ces gens-là ratent l'école. Donc ils sortent du système scolaire sans diplôme, quoi. Donc ils sont pires que la moyenne nationale qui est à 20%. Et je pense que d'ailleurs le 42 doit en récupérer certains de ces gens-là. Donc voilà, quoi. C'est vraiment là que tu te dis, attends, QI de 130, donc tu dis que tu es plutôt favorisé, mais en fait t'es pas favorisé par rapport à ce système-là, cette manière d'apprendre, les compétences de mémoriser et calculer d'une certaine manière, dicter, imposées par un prof, etc. Enfin, tous les éléments de design de base du système juste ne correspondent pas à ces profils originaux. Et là, imaginez la perte qu'on a, quoi. Donc des gens qui ont une sorte de manière de fonctionner atypique et originale qui font qu'ils ont des connexions nerveuses un peu plus arborescentes et un peu dans tous les sens et tout, et qui pourraient contribuer à la société et avoir une créativité
voilà, qui contribuent d'une belle manière à la société, ce qu'on a tendance à faire pendant les années d'école, c'est justement essayer de les conformer vers cette moyenne dans la distribution, et du coup de perdre ce potentiel, quoi. Oui, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, vous n'étiez pas contre l'école, mais qu'en fait, il fallait avoir plusieurs systèmes et s'adapter. Vous avez aussi dit que pour votre système, plus tôt on commençait, mieux c'était, et 4 ans, c'était l'idéal. Comment on sait à 4 ans dans quel système il faut mettre un enfant ? Là, c'est le choix des parents. Mais tout comme les parents choisissent de mettre un enfant à l'école, en fait, c'est là qu'on pourrait retourner à la question. Je pense que ta question, elle vient du fait que 99,9% des gens opèrent d'une certaine manière aujourd'hui. Et du coup, en fait, le choix qui, a priori, paraît être violent, c'est celui de ne pas mettre l'enfant à l'école. J'ai pas dit que c'était violent. Je dis juste que si je vous écoute, il y a quand même des enfants qui sont plus adaptés pour le système scolaire actuel. C'est difficile à savoir, je sais pas. Peut-être. Et du coup, là... et du coup, comment être sûr qu'on va pas en mettre certains dans un système et d'autres dans l'autre, alors qu'ils auraient dû être dans l'autre ? Comment on peut être sûr à 4 ans ? Alors, des indications qu'on a, c'est que ce système-là, il existe depuis 200 ans. Donc déjà, on a opéré avant sans ça. Et puis, a priori, les gens, avant il y a 200 ans, n'étaient pas en mauvaise santé mentale et psychologique. Et voilà, enfin. Alors, est-ce qu'on est sûr ? Non, on est sûr de rien. Enfin, c'est ça le truc, c'est vraiment un choix personnel. Du coup, c'est aux parents d'avoir fait leur recherche personnelle et tout ça, et de prendre le... Quoi qu'il arrive, on prend un risque, en fait. Ne rien faire ou faire quelque chose de particulier, quoi qu'il arrive, c'est prendre un risque pour l'enfant. Mais du coup, en fait, je pense que ce qui drive cette décision, c'est pas vraiment ce que tu veux que ton enfant devienne a priori, parce que c'est ça, je pense qu'on a encore en tête, c'est que quel système va mieux marcher pour mon enfant, va mieux lui permettre d'avoir, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on veut en fait pour son enfant. Donc habituellement, on veut qu'il ait une bonne vie, qu'il soit heureux, quoi. Bon, c'est très vague déjà comme idée. Mais du coup, ce qu'on souhaite pour lui, vu que c'est très vague, alors si on est un parent qui a fait l'X et on veut absolument que le gamin fasse l'X, oui, alors là, allons-y, quoi, bourrinons et puis emmenons-le dans ce tunnel qui mène jusqu'à la prépa et à l'X, et surtout avec les œillères pour qu'il regarde pas trop à droite à gauche. Mais si ça, c'est pas l'objectif de base, c'est là où il y a une remise en question assez profonde. Qui est pertinent en fait pour décider à la place de cet enfant de 4 ans ? Est-ce que du coup il ne faut pas le laisser évoluer naturellement et librement jusqu'à ce qu'il se rende compte de lui-même, de ce qu'il a envie de faire ? Parce qu'à 4 ans, je pense que ce qu'on a envie de faire, c'est de jouer en permanence. On a envie de jouer jusqu'à épuisement et puis on apprend en permanence de plein de choses en interagissant avec son environnement, l'éveil des sens, la lecture, parce qu'on est exposé dans le métro à de la lecture, à des lettres et tout ça, et on est intrigué, on a envie de découvrir. Donc on apprend énormément de choses quoi qu'il arrive. Donc je pense que le stress que mon enfant n'apprendra pas assez si je le laisse libre, ça j'y crois pas trop en fait, parce que l'enfant est une machine à apprendre et a des capacités d'apprentissage bien supérieures à celles des adultes, quelle que soit la situation dans laquelle on le met, quoi. C'était peut-être ça le stress, hein. Est-ce qu'il va apprendre assez en fait ? C'est pas une question d'apprendre assez, c'est que je pense quand même qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un cadre plus que d'autres. Et il y en a, je veux bien vous croire, qui se débrouillent parfaitement bien sans aucun cadre. Mais je pense qu'il y en a aussi qui ont besoin d'un cadre. Et qui ont besoin qu'on leur dise fais tes devoirs, parce que voilà quoi, fais tes devoirs, ou il faut que tu apprennes à lire, parce que sinon, j'en sais rien, cet enfant va peut-être être complètement intéressé, j'en sais rien, par le sport. Et si on lui dit rien, il va faire du foot toute la journée, il va être super bon en foot. Ça va être le nouveau Zidane, mais il saura pas lire, quoi. Enfin, pas lire, ou il connaîtra pas peut-être quelque chose de plus compliqué. Et tant mieux, on aura créé un Zidane, mais... Oui, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on entend, effectivement. S'il est heureux comme un Zidane illettré, les illettrés, ça représente 7% de la France aujourd'hui. Ils sont tous allés à l'école, hein. Ils ont été scolarisés. Et l'école, en tout cas, l'école qui existe aujourd'hui continue de produire une certaine portion d'illettrés. Après, je ne sais pas comment ça se fait, c'est un peu bizarre. Je pense que ça a surtout à voir avec le milieu dont tu viens. Enfin, en gros... Nous, je pense qu'avec l'entourage qu'on a, on connaît aucun illettré autour de nous. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, personnellement, j'en connais aucun. Mais je pense que c'est parce qu'on vit dans un environnement qui est très bouillonnant de culture et de littérature et tout ça. Et c'est vraiment dans les milieux ruraux un peu éloignés et tout ça qu'on a surtout ce genre de phénomène qui se produit d'illettrisme. Donc, je pense que
ouais, ce stress d'avoir quelqu'un qui sait pas, qui n'a pas acquis ce dont il a besoin pour sa propre vie, enfin, et qu'on a besoin d'un sachant qui le transmette, qui l'enseigne avec des devoirs à la maison et tout ça, de cette forme-là, je sais pas, j'ai un doute, quoi. D'accord, mais pour moi, dans l'éducation, il y a aussi la citoyenneté. Ouais. Et je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui... C'est la chose qui me fait un peu peur, c'est de dire, peut-être qu'il va être complètement accompli dans son projet, il va être heureux, mais j'en sais rien, peut-être qu'un enfant, j'en sais rien, qui va être passionné de maths, il va peut-être sortir avec un excellent niveau en maths, mais peut-être qu'il va sortir et puis à 19 ans, il ne saura pas qui est Victor Hugo. J'exagère peut-être, mais il n'aura jamais lu le contrat social. Ouais. Il aura peut-être joué avec 2 enfants, bien sûr. Et quand je dis... Est-ce qu'il n'y a pas une base commune qu'il faudrait donner à tout le monde, enfin une base ne serait-ce que de citoyenneté? Un minimum, pas forcément le programme qu'on a actuellement, ne serait-ce au lycée, dans les filières scientifiques, il faut que tout le monde sache faire une intégrale, sache connaître comment marche la physique nucléaire. C'est ce qu'on fait en terminale S. Hein. Et tout ça, c'est peut-être beaucoup, je suis bien d'accord, mais de dire, au moins, j'en sais rien, savoir un minimum ce que c'est que... il va peut-être interagir avec des enfants, et je dis pas que ça va être un asocial, hein, je suis loin de dire ça. Il va sûrement être quelqu'un de très ouvert, de très extraverti, qui va parler avec plein de gens, c'est super, mais... peut-être qu'il ne saura pas vraiment d'où vient la démocratie, par exemple. Mais pas dans le sens où il ne comprendra pas le concept, mais de ne pas avoir voilà, ce qu'on a tous, parce qu'on a été à l'école et parce qu'on a peut-être été forcé à lire le contrat social, mais on l'a lu. Mais, attends, juste passons le micro, mais c'est très intéressant. Ça c'est vrai. Mais juste, je vais répondre avec une petite question. Imagine donc une personne qui a été à l'école toute sa vie et qui lit le contrat social. Et imagine quelqu'un qui n'a pas été à l'école dans sa vie et qui lit le contrat social, et imagine le dialogue entre les deux personnes. En fait, c'est créer une richesse de perspective. C'est-à-dire que ça va être passionnant comme débat, mais il y a peut-être aussi une troisième personne qui n'a pas été à l'école et qui l'a pas lu. Du coup. Non, d'accord, mais quand on pense justement société, vivre ensemble, global, et avoir la diversité, si la diversité c'est une valeur importante, justement, qu'est-ce qu'on perd aussi en ayant tout le monde qui lit le contrat social, mais en plus qu'on a mis dans ce tunnel exact, et qui fait qu'on perd peut-être une certaine richesse, une certaine manière de voir les choses, de différentes perspectives, et qui créerait une intelligence collective encore supérieure, en fait. Bon, ça c'est... Mais je préfère passer la parole à d'autres, parce que là je m'exprime beaucoup, et je pense que c'est un débat pas mal. Après aussi, je veux pas trop que des gens se sentent forcés un peu par pression sociale là, de rester dans la salle. S'il y en a qui veulent... qui veulent partir et qui ont des choses à faire, allez-y. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... parce que là, ça commence à se rallonger, mais c'est le genre de... Là, ça commence à être le genre des débats qui m'intéressent pas mal. Donc, alors, ouais. Est-ce que vous avez des enfants qui sont classés comme malades? Micro, s'il vous plaît. Ouais, donc est-ce qu'il y a des enfants qui ont été diagnostiqués comme ayant une certaine maladie? Alors, ça, c'est quelque chose qui... C'est pas moi qui ai parlé. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est arrivé énormément avec la première école du genre qui a été créée, Summerhill, donc en Angleterre, parce que c'était tellement... enfin, soit les gens y allaient par une conviction et un esprit pionnier hallucinant, parce que vraiment à l'époque, le standard était imposé de manière beaucoup plus radicale et stricte, et on battait encore les enfants à l'école. Enfin, il y avait vraiment des pratiques où on sentait qu'il fallait discipliner les enfants de manière ultra rigide, et c'était vraiment, enfin, les gens étaient loin de penser qu'il y avait une autre possibilité, et même le monde d'aujourd'hui serait complètement choquant pour ces gens-là, en fait, hein. Juste l'école d'aujourd'hui, le standard tel qu'il existe, donc on a quand même beaucoup évolué depuis. Donc lui, il est allé ultra loin, et puis il était en 2050 déjà, en 1920, et du coup, pour la survie financière de son école, il était effectivement contraint d'accepter beaucoup d'enfants à problème qui étaient en rejet de tout, qui étaient souvent assez violents, et qui étaient tellement en rébellion contre tout, contre leurs parents, contre l'école, contre tout, que le psychologue à la fin leur disait last resort, allez à Summerhill, essayez ça, peut-être que ça va marcher. Et en général, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une sorte de coaching de développement personnel avec le fondateur de l'école, qui était assez fort là-dedans. Il était psychiatre de formation, donc quand même il s'y connaissait aussi en enfants à problème. Et puis en fait, lui, ce qu'il dit dans son bouquin, c'est que effectivement, 3 mois, 6 mois, 1 an, ouais, ça dure un certain temps, mais systématiquement, tous ces enfants à problème, au bout d'un moment, juste ils s'intégraient, puis ils resocialisaient, ils redevenaient à peu près normaux après un certain temps, et ils venaient avec souvent de très
très très graves problèmes. Et en fait, souvent, ils se rendaient compte que tout ce qui manquait, c'était juste dans son environnement de l'amour, de la bienveillance, qu'on croit en lui et que juste on approuve ce qu'il est en train de faire, plutôt que de lui imposer, de lui interdire, de tout le temps lui être derrière son dos pour l'embêter. Effectivement, une dose de liberté à 100% pendant un temps assez long, ça faisait que en fait, il perdait toutes les raisons de se rebeller. Il voyait et il revoyait le côté positif de la vie, de socialiser avec des gens et d'un environnement riche où on peut faire plein de trucs, on peut jouer avec les autres et tout ça. Ah oui, alors après, les soucis d'apprentissage scolaire. Mais justement, c'est là que souvent les gens qui ont ce genre de handicap, après, ils ont de toute façon un intérêt, un talent, et ils trouvent leur élément ailleurs que dans les choses, que dans tout ce qui est parcours intellectuel et études. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. Une fois de plus, la manière de regarder. Là, déjà, même ceux qui sont plutôt dyslexiques et donc qui, à 6 ans, savent toujours pas lire et donc on diagnostique dyslexique, on dit, lui, c'est clairement un dyslexique, il sait pas lire à 6 ans. On voit bien qu'à 11-12 ans, et ils ont montré un très bel exemple dans le film Être et devenir, quelqu'un qui a été dyslexique au point qu'il a appris à 12 ans, et il a appris de 12 ans de manière un peu surprenante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à coup, d'une semaine à l'autre, il savait lire, et puis les parents se sont demandé comment il a fait, et lui-même n'arrivait pas trop à l'expliquer, mais il a appris tout seul. Et quelques années plus tard, il a écrit une pièce de théâtre, parce qu'il était passionné par la mise en scène, le théâtre et tout ça, et puis il était déjà actif là-dedans. Et donc, en fait, le fait d'apprendre tard, et c'est ce qu'il raconte aussi Daniel Greenberg, celui qui a fondé Sudbury, parce que lui, il a observé plein d'enfants qui ont appris entre 3 et 14, parce que dans les années 60-70, l'apprentissage de la lecture n'était pas aussi essentiel qu'elle l'est aujourd'hui, à un jeune âge. Et donc, il y en a carrément qui apprenaient qu'à 14 ans, au plus tard. Et c'est ça, lui, il dit que quand on relève les compteurs à 15 ans, ils savent tous lire pareil. Il n'y en a pas un qui lit mieux qu'un autre. C'est pas parce que tu as commencé à 3 ans que t'es... enfin, c'est pas parce que tu as appris à 14 ans que tu es plus illettré qu'un autre, quoi. Tout le monde savait lire à 15 ans, en fait. Il n'y avait pas une autre question que j'ai pas adressée dans ce que tu disais? Je sais plus. Ok. Moi, c'était pour revenir par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, donc quand je parlais des méthodologies d'apprentissage, etc. Ouais. Après, je pensais plus justement aux encadrants, en fait. Parce que, comme vous le disiez, à 4 ans, les enfants, ils sont en état d'apprentissage permanente. Ouais. Donc, justement, les encadrants qui s'occupent de ces enfants-là, ouais. Il faut qu'ils puissent quand même intéresser les jeunes par rapport aux matières, mais sans forcément les contraindre, justement, comme vous avez dit. Donc, le truc, c'est plutôt la méthodologie d'apprentissage que les étudiants vont mener pour intéresser justement les jeunes, parce que les jeunes, c'est les pages vierges aussi. Les enfants de 4 ans, c'est les pages vierges, ils ne savent pas ce qui va leur plaire. Alors, si un professeur leur montre des règles basiques en mathématiques à appliquer bêtement, ou alors si un professeur lui montre des choses, le potentiel des mathématiques, ça va intéresser le jeune différemment. C'était un petit peu ça la question que je me posais. Alors, c'est ça, et où j'ai répondu, effectivement, j'ai un peu répondu à moitié, mais que finalement, ce qui est le point où il faut se focaliser, c'est surtout sur l'approche de comment est-ce qu'on va accompagner ces enfants, finalement, et où l'approche, c'est l'apprentissage par la recherche et par le projet. Donc en permanence, tout ce qu'on fait, c'est des projets et de la recherche. Et effectivement, où on n'est pas particulièrement stressé quand l'enfant décide d'être particulièrement monotâche et de dire « Attends, moi j'avais vraiment qu'envie de faire ça et ça me passionne tellement » et il y dédie une énergie de fou et tout. On ne croit pas trop en l'arrêter et lui dire « Non, maintenant c'est bon, t'as fait assez de ce truc-là, viens faire un peu de maths. » Et du moment que les encadrants donc déjà sont bienveillants et ont cette approche d'être attentifs à l'enfant et ce qu'il aime et de l'aider à aller plus loin dans ce qu'il aime déjà, et d'où vient ce qu'il aime, c'est parfois très bête, hein. Tu vois quelqu'un en train de faire de la musique et tu as juste envie de faire pareil, c'est très souvent ça, c'est juste par imitation, tu vois une performance et puis tu as envie de reproduire la même.
tu vois un documentaire sur un mathématicien qui a réussi à résoudre un problème millénaire, et puis ça t'a ému, et puis tu te dis mais tiens, mais les mathématiques, ça se trouve c'est pour moi, et machin. Enfin, les sources de stimulation, on ne sait pas d'où elles viennent. Et je pense qu'on a en tête que c'est le super, parce que nous on a connu ça, on a eu à un moment donné un super prof qui a vraiment réussi à nous stimuler et tout ça, parce qu'on vivait déjà dans un monde globalement un peu ennuyeux, mais là il y a quelques profs qui sortaient du lot et qui arrivaient vraiment à nous motiver dans le truc, et du coup on est parti pas mal dans cette direction-là. Et moi c'est ce qui s'est passé pour moi par exemple sur les maths et les sciences, et j'étais vraiment passionné de maths et de sciences quand j'étais jeune, et l'histoire et la philosophie ça me barbait parce que j'avais des mauvais profs. Mais il s'avère qu'en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé par les sujets de philosophie et d'histoire et tout ça, parce que c'est vachement lié à mon sujet aussi. Et je suis devenu beaucoup plus orienté L que S, alors que j'avais choisi S à l'époque, mais juste parce que les profs étaient stimulants. Et donc, en fait, le truc du prof stimulant, ça peut même être contre-productif, finalement, parce que quand t'es... En gros, imaginons mon exemple, mais multiplié par plein d'autres enfants qui ont finalement vécu le même truc, où leurs profs qui ont été stimulants ont été en fait dans les matières qui ne sont pas forcément là où ils seront dans leur élément à vie, quoi. Donc ouais, c'est très complexe l'apprentissage informel, parce que justement on peut pas vraiment mettre le doigt dessus, on peut pas dire voilà, on apprend ce truc là à ce moment là et tout ça, mais c'est un peu de la magie, ouais, et ça marche, quoi. Au final les gens sont contents, ils font un truc qu'ils aiment bien, et oui, et parfois ils sont monotaches. Il y a des exemples extrêmes dans cette école, par exemple quelqu'un qui a fait de la pêche juste, mais tout le temps, quoi. Il était trop passionné de pêche, il avait juste envie de pêcher tout le temps, de regarder les poissons, de les décortiquer et tout, et il lisait, hein, parce que justement sa passion pour les poissons, ça a fait qu'il voulait en apprendre plus sur les poissons. Il a beaucoup lu sur les poissons, mais il était un peu monosujet jusqu'à ses 15 ans. Et puis là, les parents étaient quand même un peu inquiets. Enfin, ils avaient des réunions régulières avec le directeur pour un peu s'auto-rassurer et se dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que là quand même on n'intervient pas et tout ça. Et le directeur était convaincu que non, ça sert à rien, qu'il faut faut lui faire confiance, quoi. On déroge jamais au principe, parce que sinon, si on commence à faire ça avec lui, où est-ce qu'on commence à mettre des limites et tout ça. Donc si on a un principe, on s'y tient. Et puis vous verrez, je suis sûr qu'à un moment, soit il va devenir ultra pro là-dedans, et qu'il va continuer avec les poissons, et qu'il saura en faire quelque chose de professionnel. Soit il a juste appris à se focaliser à fond sur un truc et d'aider toute son énergie. Si ça se trouve, à un moment, il va juste basculer sa focalisation sur autre chose. Et sa prédiction était juste, vu qu'à 17 ans, il a créé sa boîte d'informatique avec un copain, et ils ont lancé un truc qui a marché. Et voilà, maintenant il est entrepreneur, et il a sa vie, et tout va bien. Et il connaît pas Victor Hugo, mais voilà, enfin, je sais pas si... Je comprends, hein, j'avais exactement le même débat en plus avec quelqu'un hier sur cette histoire du socle commun. Est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'on sache tous en commun certaines choses de base tous ensemble? C'est une bonne question, peut-être, hein. Vraiment, j'ai pas la réponse. Mais pour l'instant, je trouve pas ça hyper dérangeant, en tout cas pour l'instant, vu qu'on existe à peine, de juste faire l'expérience et de au moins voir où ça mène. Et est-ce qu'on peut faire société en ayant tous appris des trucs différents? Moi, ma réponse intuitive, c'est que oui, et même l'expérience de société ensemble sera même encore plus intéressante et encore plus riche, et le questionnement qu'on va faire de nous-mêmes et de notre manière de vivre ensemble va être même encore plus pertinent, plus riche, un peu moins moutonnier, plus... ouais. Et surtout que dans ce genre d'école, elle s'appelle d'ailleurs école démocratique pour une raison, c'est que les décisions sont prises aussi ensemble avec les jeunes. Ça veut dire qu'en gros, vu qu'on impose rien aux jeunes, on les implique dans tous les processus de décision, même pour la gestion de l'école. Et donc vu qu'on est une mini-société, une mini-communauté ensemble, les élèves sont aussi acteurs des décisions, et donc ils sont citoyens, en fait. Ils sont citoyens de leur petit truc local. Et de fait, ils apprennent à être citoyens, du coup, parce qu'ils apprennent à écouter les autres. Quand ils sont en cercle, qu'ils discutent, ils ont aussi des manières de s'organiser pour organiser le temps de parole, et que chacun puisse avoir eu son mot à dire, et que chacun ait un pouvoir égal aux autres. Et donc ce genre de communauté égalitaire où un enfant de 4 ans a priori le même pouvoir de parole que le directeur de l'école, même si évidemment dans la réalité ça se passe pas comme ça, mais a priori chacun a le pouvoir de s'exprimer et de donner sa vision de voilà ce qu'on devrait faire, j'ai telle idée, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça, comment est-ce qu'on s'occupe de tel cas, ou quand une personne fait une bêtise, comment est-ce qu'on s'en occupe et qu'on résout les conflits et tout ça. Bon bref, tous ces trucs-là sont co-décidés avec les jeunes, et ça c'est une opportunité que dans le système classique, typiquement, on n'a pas. Dans le système classique, l'idée qu'on se fait de la citoyenneté, du coup, c'est plutôt, il y a un maître et j'obéis aux instructions du maître. C'est comme ça que la société est organisée depuis 200 ans, où on a le maître, puis le maître du maître, puis le chef du chef du chef,
Et puis, c'est la vision pyramidale, c'est juste que là, la vision de la citoyenneté qui est proposée dans ces écoles-là, c'est plutôt une vision plus familiale, circulaire, locale, communautaire, où on s'écoute les uns les autres et on travaille ensemble et tout ça, et on ne dit pas, enfin, on ne fait pas sans réfléchir quelque chose qu'on nous a demandé de faire, quoi. Parce que mine de rien, on s'imprègne de ce truc-là quand même. Je veux dire, de 6 à 23 ans, si on a suivi les instructions d'un programme, il y a quand même quelque part où ça nous colonise notre esprit avec cette idée qu'on dépend d'un enseignant pour apprendre des choses, pour évoluer dans la vie, on dépend des instructions de quelqu'un pour savoir quelle est la prochaine étape à faire. Qu'est-ce que je dois faire de ma journée? Bon, bah, quelqu'un me le dira, quoi. Ouais. Même si on reste 100% libre au final, théoriquement, enfin, si on a été autant conformé pendant sa jeunesse. Mais je reste ouvert. Hein. Enfin, tout ça, c'est je pense un peu tout, hein, mais je suis pas forcément complètement convaincu de ce que je dis non plus. Oui, alors en fait, moi je voulais dire 2 choses. La première, c'est plus une information, je ne sais pas si ça a été dit ou peut-être Suliac l'a dit tout à l'heure, en matière de ce qui se passe sur l'éducation au code à l'école. On a essayé de monter un groupe avec les Voyageurs du Code, donc c'est Bibliothèque Sans Frontières qui a monté un projet Voyageurs du Code. Et du coup, il y a des étudiants de 42 qui vont faire des ateliers avec eux pour apprendre le code avec des gamins, donc plutôt primaire, ado. Et puis il y a un autre groupe qui va se monter aussi, mais qui sera probablement le même, avec Magic Makers, que peut-être tu connais, Glee Club, et voilà, et une dame qui s'appelle Emmanuelle Ayache, et qui, elle, voudrait se focaliser plutôt sur les 14-18 ans. Donc plutôt des lycéens, et du coup ce serait des ateliers. Alors après, je dis ça, c'est si ça intéresse des gens, après si on peut travailler ensemble, c'est peut-être plutôt que de se disperser. Et après, sur ce que tu disais à propos de ton école, je suis arrivée en retard, donc peut-être j'ai raté des trucs. Mais est-ce que... en fait, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'école actuellement, elle ne fonctionne pas bien. Mais est-ce que le fait que... ce que disait Ilan sur... quand un gamin a 4 ans, bon, a priori, il ne sait pas. Il ne peut pas choisir dans quel système il va aller. Est-ce que ça ne va pas créer plus d'inégalités? C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle sur les écoles. C'est que les gens qui font Polytechnique, c'est des gens... c'est des gens pour qui on a choisi. On leur a dit, tu feras ce parcours-là et tu vas réussir. Et la réussite, c'est t'es à Polytechnique et t'as un truc magnifique. Là, est-ce que c'est pas la même chose ou c'est les parents qui vont choisir? Tiens, t'as tel système qui est hyper créatif et ça va faire de toi quelqu'un d'hyper épanoui, etc. Et toute ta vie, tout ce que tu feras, ton travail, ce sera uniquement du plaisir. Tu vas aller dans cette école-là et puis tu vas réussir ta vie. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la même chose, quoi? Simplement, le système de valeurs a changé et ce qu'on vise, c'est pas Polytechnique, mais c'est la créativité, ce qui est quelque chose qui est quand même vachement à la mode en ce moment. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Hein. Il y a beaucoup de parents qui pensent comme ça, qui mettent leurs enfants à Montessori parce qu'ils voient que Larry Page l'a fait, que je sais plus qui, qu'il y a plein de techies dans la Silicon Valley qui sont passés par là et ils se disent du coup, oui, la créativité, c'est la compétence du 21e siècle, donc je suis un élitiste de la créativité et je vais mettre mon enfant dans un tunnel de créativité. Mais je pense que la créativité, c'est quand même pas je veux dire, c'est pas le pilier fondamental de ce système. C'est pas pour un objectif en fait et un but qu'on a de créer des gens créatifs. Mais c'est plutôt le pilier, c'est plutôt la liberté et la responsabilité comme principe de base, quelque chose qui devrait être où on ne voit pas pourquoi il y a un âge auquel on aurait plus droit à cette chose-là qu'un autre. Tu dis qu'à 4 ans, on ne sait pas ce qu'on doit faire, mais à 4 ans, si, on sait ce qu'on a envie de faire. Mais c'est juste que les adultes ont une idée préconçue de ce que un enfant de 4 ans devrait faire. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Effectivement, si un enfant de 4 ans est supposé, d'après les conventions, de commencer à regarder des lettres et des syllabes et de les mettre ensemble et du coup être en gros en pre-kindergarten et de commencer à apprendre à lire de cette manière-là, ça reste une idée d'un adulte qu'il a eu à un moment et qu'il a réussi à créer l'effet de mode auprès de tous les parents, où c'est même institutionnalisé par l'État et c'est comme ça qu'on fait. À 4 ans, on fait cette chose-là. Et
Et heureusement qu'il y a un peu cette voie de sortie que même l'État a prévue. Et en fait, on est libre de ne pas aller à l'école et on est libre de faire ce qu'on veut finalement. On a une obligation d'instruction. Et ça, donc c'est pour ça qu'on peut faire l'instruction en famille. Mais là, du coup, la famille est beaucoup plus libre d'opérer comme elle veut. Et puis, on peut avoir une approche plus unschooling de l'apprentissage et plus informelle et autonome. Mais à 4 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ouais, mais à 30 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire non plus, en fait. Et à 60 ans non plus, ça dépend. Enfin, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y en a plein qui se rendent compte qu'ils se sont trompés à 40 ans et qui font une crise de la quarantaine et qui changent de voie tout à coup. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose de forcément mauvais de ne pas savoir ce qu'on veut faire, non ? Je ne sais pas. Ça me paraît naturel. Enfin, ce qui me dérange plus, c'est le fait que c'est possiblement élitiste et qu'en fait, ça a créé beaucoup plus d'inégalités que ce que ça... Enfin, ce que ça sous-entend a priori, quoi. C'était plus ça mon propos, en fait. Il y a des gens qui sont en polytechnique où leurs parents ne connaissaient même pas l'école. Oui, mais ça représente quoi ? Peut-être moins d'1%. Enfin, si, c'est moins d'1%. C'est pas... moi, j'en suis... Enfin, bon, enfin, peu importe, mais enfin... Alors, en tout cas, ce que je peux dire sur les inégalités, c'est que le système aujourd'hui, et ça a été documenté, cherché et, je dirais, prouvé maintes et maintes fois, c'est plutôt un reproducteur d'inégalités, un accroisseur d'inégalités que quelque chose ou qu'un stimulateur d'ascenseur social. Hein. Enfin là, la directrice de PISA, je ne sais pas si vous avez entendu parler de PISA, c'est ceux qui font les évaluations internationales de système d'éducation et qui montrent que la France est 28e en maths, etc. La directrice de PISA chiffre en main, est vraiment en train de porter le message. Faites gaffe, la France est un pays mais particulièrement mauvais là-dedans, dans la reproduction des inégalités, et l'école française est vraiment plutôt un mauvais élève européen, un très mauvais élève européen sur cet aspect-là. Donc après, qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle-là en termes de création d'inégalités ? Est-ce que ça va stimuler la création d'encore plus d'inégalités parce qu'on va avoir une élite super humaine qui va sortir de ce système-là ? Je sais pas, ça dépend de ce qu'on entend par élite finalement. Donc ça veut dire qu'on va complètement changer notre vision de ce qu'est une élite, parce qu'aujourd'hui effectivement la vision de l'élite, c'est ceux qui ont une concentration d'argent et de pouvoir et du coup qui peuvent prendre des décisions pour les autres en fait. Alors que là, ceux qui sortent de ce système-là, ils ont tendance à plutôt être une diversité d'entrepreneurs de leur vie, mais parfois de manière... tu peux autant aller du moine bouddhiste jusqu'au mec qui va faire la nouvelle boîte de technologie, quoi. Enfin, mais peut-être que justement ce sera considéré ça l'élite de demain, enfin des gens qui peuvent être libres entrepreneurs de leur vie. Est-ce que c'est ça le... Bon, c'est... Du coup, dans la non-connaissance de ce truc-là et dans cet état de vague totale, parce que je pense que quoi qu'il arrive, on atteint finalement cette même conclusion que Socrate avait à l'époque, qui était que mais vraiment, en fait, on sait rien sur rien, et du coup, c'est... Voilà, enfin... Que faire, en fait, pour résumer, je dirais plutôt qu'il y aura les gens qui ont le choix, ou qui auront le choix, à qui on aura donné la possibilité d'avoir le choix, et il y a les gens qui ne l'auront pas, en fait. C'est plus en ces termes-là. Mais... Oui, ça c'est sûr. On passera inévitablement par cette période-là. De toute façon, s'il y a une transition, imaginons un monde fou où dans 2 générations, on devient tous Sudbury, ça passe nécessairement par une transition. Je veux dire, tu ne peux pas passer du jour au lendemain d'un état où on est pyramidal et l'état d'après, système un peu limite anarchique et organique et vivant où tout le monde est libre entrepreneur et tout ça. C'est impensable. On passera par une période... où il y aura clairement des inégalités de ce point de vue-là, parce que c'est juste de manière... c'est irréaliste de penser qu'on va vraiment switcher d'un jour à l'autre à un autre modèle, quoi. 2 petites remarques, donc du coup, la première sur ce que vous avez dit sur la réussite, plus ou moins celui qui va à Polytechnique, qui réussit Polytechnique. Justement, je me suis amusé un petit peu à réfléchir pendant que vous parliez, à me dire, donc là, vous parlez toujours de la personne qui veut... Bon, on lui dit à 4 ans, bon alors tu vas aller en primaire, au collège, ensuite au lycée, ensuite tu vas faire ta prépa, ensuite tu vas aller à Polytechnique. Et le mec il réussit, super, c'est génial. Et maintenant, moi la question que je me suis posée, est le mec il se rend compte au collège que ça lui convient pas. Quand on est dans le système actuel, le mec il est au collège, ça lui convient pas, il va faire encore une fois sa crise du collège plus ou moins, il va avoir des mauvaises notes, il va mâcher, et au final, on va le considérer comme un échec scolaire. C'est ça le mot. Et
L'avantage du système que tu proposes par rapport à ce que vous avez dit, c'est peut-être d'une certaine manière qu'on pourrait reconsidérer l'échec scolaire, plus ou moins dire bon bah il s'est planté, est-ce qu'on peut pas lui donner quelque chose d'autre? Et encore une fois, juste pour dire, tu donnais l'exemple du contrat social, de celui qui a lu le contrat social, qui va avoir une certaine vue sur la société, et celui qui n'a pas lu le contrat social. Les deux peuvent réussir, mais ce que je me suis dit d'une certaine manière, c'est que celui qui n'a pas lu le contrat social, il peut le lire. Et moi je l'ai pas lu en fait. Donc, moi non plus. Et justement, tu as cité le contrat social, tu t'as dit oui que Victor Hugo il a écrit un livre qui visiblement a l'air bon parce que tout le monde en parle et que tout le monde le considère bien. Et donc du coup, la première chose que j'irais faire justement, c'est peut-être travailler sur la mise en valeur de certaines œuvres qui pourraient être en commun, plutôt que de dire alors ce socle commun-là, il faut l'avoir lu. Peut-être qu'on pourrait au contraire avoir une bibliothèque qui recenserait les œuvres qui valent la peine d'être lues, qui sont considérées par la communauté justement comme étant des choses d'intérêt général. Donc il y en a qui veulent réagir ici. On me dit qu'on n'a plus que 10 minutes. Oui, toi tu as levé ta main avant, donc avant toi. Et juste une question en addition à la tienne ici, c'est sur l'échec et la réussite. Si on arrête de mesurer en fait, tout simplement. Si on remet même en question un appareil de mesure qui sert à classer les gens et du coup à avoir des gagnants et des perdants. Si en fait la vie est un jeu libre pour tous et qu'on évolue d'une manière dont on a envie, et que personne vient de dire ah oui toi t'es meilleur qu'un autre, et qu'on arrête les comparaisons et que juste on fait coopérer les gens autour de projets sans a priori, et que les gens viennent avec leurs compétences, et ils ont des compétences dans leur bagage de trucs qu'ils ont développés avant, et que du coup leur contribution au projet vient par rapport à leurs compétences. Donc comme le projet Linux, où les gens sont venus avec leurs compétences plus ou moins fortes en informatique et ils ont contribué selon ce qu'ils pouvaient faire, et ça a créé quelque chose, et il n'y a personne qui a commencé à juger les gens, à donner des notes, oui toi tu mérites tant, toi t'as réussi, toi t'es vraiment un échec, t'es nul, t'as que fait un petit module. Non, même le mec qui a fait un petit module, on lui dit c'est bien, t'as fait un petit module pour nous, sympa, c'est... Voilà, enfin, en gros, c'est un peu le monde des bisounours peut-être, mais en gros il n'y a plus de mesures et du coup il n'y a plus d'échecs. C'est fini les échecs dans ce système, ils n'existent pas en fait. Parce qu'on a complètement reconceptualisé même la possibilité d'existence d'échecs vu qu'il n'y a plus de mesures. On sort complètement de ça, quoi. Et la deuxième remarque aussi sur un article que je lisais l'année dernière sur les jeux de pouvoir, que tu le disais, sur ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent et la capacité donc de faire appliquer leur décision à plusieurs personnes. Je tiens juste à signaler qu'actuellement, donc si on suit cette logique-là, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui, symboliquement, c'est la bourse plus ou moins qui gère les investissements. Aujourd'hui, la bourse est gérée par des robots. Aujourd'hui, c'est des robots qui vont aller lire les indices sur la courbe, qui vont voir, ok, telle entreprise-là va se crasher, telle entreprise-là va réussir. Et donc, qui vont décider en quelques millisecondes d'interagir le plus rapidement possible. Actuellement, donc, ceux qui ont le pouvoir, plus ou moins, en bourse, ce ne sont plus des humains, ce sont des robots qui ont été programmés par des humains. Donc, encore une fois, faut peut-être remettre encore une fois en question la question du pouvoir. J'étais juste pour lancer la réflexion. Voilà. Ouais. Du coup, on va passer à... intéressant, un TED Talk que j'ai vu récemment sur quelqu'un qui a fait une étude il était expert en étude des réseaux et d'étudier les nœuds dans les réseaux qui concentrent quelque chose, et en fait il a appliqué en tout cas son modèle mathématique et informatique là au monde des entreprises et la propriété des entreprises, donc les actions qui possèdent quoi, parce que souvent en plus il y a des entreprises qui sont possédées par un individu, mais au final cette entreprise en possède une autre, etc. Donc il y a beaucoup de jeux comme ça, et à la fin en faisant le calcul, il a vu qu'il y a en gros 150 personnes dans le monde qui possèdent une très très grande partie, je ne sais plus c'était quoi le chiffre, mais quelque chose d'assez hallucinant, genre 50%, 60% des entreprises. Je suis pas hyper sûr là de mon truc, mais donc il faudrait regarder le TED Talk de ce mec. D'accord, ok, bon. Et puis après, il y a Piketty qui a fait un livre là-dessus apparemment qui est super, que je n'ai pas lu malheureusement. Mais voilà, il y a plein de trucs à lire, mais oui. Ouais. Mais Piketty, il a apparemment montré vraiment de manière là bien cartésienne que oui, la croissance des inégalités depuis des dizaines d'années, enfin l'ampleur que c'est en train de prendre, et que ouais, on atteint un point un peu inquiétant, quoi.
Ok, alors moi j'aimerais bien rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Mon opinion est que à 4 ans, quand même, un gosse est trop jeune pour pouvoir décider de ce qu'il a envie de faire. Du coup, ce serait bien qu'on lui donne toutes les clés pour qu'il puisse choisir de lui-même, parce que après tout, c'est à lui de décider ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de devenir. Donc, je pense que 4 ans, c'est trop jeune. Du coup, repousser l'âge un peu plus loin, le temps qu'il ait les connaissances nécessaires pour faire son choix lui-même, ce serait pas mal. Je réagis là-dessus, il y a pas mal de choses, parce que, en fait, pourquoi moi je suis convaincu et du coup j'ouvre mon école à partir de 4 ans comme toutes ces autres écoles. Déjà, on voit des exemples qui ont marché, quoi. Que les gamins, à partir de 4 ans, ils ont fait ce truc-là et ça, tout a marché pour eux, donc comment ça se fait ? C'est ça la question que je me pose, plutôt comment ça se fait que cette réalité a fonctionné, plutôt que de partir avec mes a priori colonisés par le système de l'école où je me dis qu'à 4 ans on a clairement besoin d'un prof. Essayons de comprendre du coup comment ça se passe pour eux. Et donc je vais parler de deux choses. Une chose à propos des diplômes et tout ça, et une chose à propos du jeu libre. Donc en gros le stress, c'est qu'on va fermer des portes à ce gamin de 4 ans si on ne commence pas à le former pour le diplôme. Mais ce qu'on voit dans ces écoles-là, c'est que les jeunes jouent librement la plupart de leur temps, et que plus ils avancent en âge, plus ils commencent à s'intéresser aux trucs qui vont les mener vers des métiers, des diplômes et tout ça. Et cette école-là, Capriole, elle a une meilleure réussite au brevet, même alors que c'est assez jeune le brevet, meilleure réussite au brevet que la moyenne nationale d'Allemagne. Donc ils arrivent à passer des diplômes apparemment. Qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est ça, c'est juste ce sens des responsabilités qui se développe. Liberté, c'est pas je fais ce que je veux et vraiment quand on laisse quelqu'un 100% libre, c'est en fait probablement la compétence la plus difficile à acquérir du monde, quoi. Enfin, c'est d'arriver à prendre en main ta propre vie et de la gérer. Évidemment qu'à 4 ans, tu n'es pas conscient intellectuellement de ce que c'est que la liberté et la responsabilité, mais si tu as déjà baigné dans cette sauce-là, d'être libre de choisir ce que tu fais de ta journée et que personne te donne des instructions sur ce que tu dois faire, tu t'imprègnes un peu de ce truc-là. Et après, on a la majorité passe des diplômes, vont à l'université, et comme je t'ai dit, voilà, ils ont des vies choisies, ils ont un travail, souvent ils sont entrepreneurs. Et le diplôme n'est pas un frein. J'ai rencontré une personne qui n'est jamais allée à l'école récemment et qui est dans le film Être et devenir dont je vous ai parlé. Elle a passé son bac en le préparant pendant 4 mois avant le bac, et jusque-là elle avait juste rien fait de scolaire particulièrement. Elle s'était intéressée à plein de trucs, un peu comme tout le monde, mais voilà, ça ne lui a pas fermé des portes pour pouvoir un jour prendre la décision, bon ben voilà, j'ai envie de devenir journaliste, donc j'ai besoin d'un bac L, donc je me prépare au bac L, je le hack comme je peux avec ma débrouillardise, je vais regarder les annales, je vois ce qu'on attend de moi, ah ok, c'est ça qu'on attend de moi, je vais étudier tel et tel truc, et j'arrive à passer le bac L, je deviens journaliste. Ce tunnel n'est pas obligatoire pour pouvoir être en mesure de passer le bac plus tard. Voilà. Donc à 4 ans, ne nous inquiétons pas trop du truc, tout va bien se passer. Et après, un autre truc, c'est sur le jeu libre. Donc on a tendance à penser qu'un gamin de 4 ans qui du coup décide, entre guillemets, il décide pas, il se laisse aller à ses libres envies du moment, donc il joue en permanence. Donc le jeu et l'apprentissage, c'est juste la même chose. Je ne sais pas si ça vous choque ou quoi ce que je suis en train de dire, mais on a tendance à considérer que le jeu est quelque chose de frivole et du coup il faut retirer l'enfant du jeu pour le placer dans un contexte sérieux où on travaille et on fait des choses qui ont un intérêt, qui ont une valeur, mais le jeu a une valeur immense. Et dans ce livre Free to Learn, c'est expliqué avec beaucoup d'angles de vue différents, anthropologiques, avec des études psychologiques et tout, des études scientifiques sur les animaux aussi, des animaux qu'on a privés de jeu et on a vu quel effet ça avait sur eux, et aussi des études statistiques depuis 50 ans où on montre que y a des problèmes psychologiques qui sont tout à fait nouveaux et qui sont de notre époque actuelle, des problèmes de narcissisme, de dépression nerveuse et tout ça, des tendances au suicide et tout, qui sont vraiment nouvelles chez des jeunes ados et des enfants. Et ça, on voit que c'est ni corrélé aux crises économiques, ni corrélé aux conflits violents et aux guerres, ni corrélé à quoi que ce soit, mais on a vu que quand même ce qui s'est passé depuis 50 ans, je dis pas que la conclusion c'est ça, mais il y a eu de plus en plus d'écoles, de plus en plus de protection des enfants, de ne pas les laisser aller vivre leurs aventures dehors et d'être juste libres dans la ville et d'interagir avec leur monde. On les a contraints de plus en plus dans des espaces et on leur donne de plus en plus d'instructions sur ce qu'ils doivent faire de leur journée. Il y a de plus en plus de devoirs quand on rentre à la maison. L'école avant c'était un peu plus ça faisait c'était pas toute la vie, quoi. On allait à l'école peut-être jusqu'à 15h et puis après on était libre. De plus en plus l'école c'est venu empiéter sur l'emploi du temps des jeunes jusqu'à 20h le soir pour qu'ils puissent faire leurs devoirs.
Et il y a de plus en plus de stress de devoir bien faire ses devoirs et tout pour avoir les bonnes notes, parce qu'il y a de plus en plus de chômage et il y a tout ça qui inquiète tout le monde et tout. Et du coup, ouais, on a cette tendance à contraindre de plus en plus, du coup, à éliminer le jeu libre. Et on voit ce qui se passe quand on élimine le jeu libre d'un mammifère, parce que tous les mammifères jouent. Éliminer le jeu libre, ça a des conséquences assez graves sur la santé mentale et psychologique de n'importe qui. Ça, c'est des problèmes nouveaux créés par le manque, on dirait, par le manque de jeu. Je ne dis pas que c'est une conclusion à 100%, mais c'est quand même assez convaincant, hein, cette exposition qui est faite dans ce livre. J'ai trouvé l'histoire assez convaincante, quoi. Il conseille d'ailleurs aux personnes âgées de jouer aux jeux vidéo. Ah ok, ça je connaissais pas le... Ça améliore la capacité à réagir avec le monde. Ouais, et d'ailleurs, il y avait sur la DS Lite, il y a des jeux là justement qui font travailler le cerveau et tout, je sais plus. Enfin, ouais. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut laisser le choix à l'enfant en fait. J'avais le choix à une époque de jouer aux cartes ou d'apprendre ou d'aller en cours pour apprendre les mathématiques. J'ai joué aux cartes et donc du coup j'avais besoin d'aimer les mathématiques. Il y a un jeu qui s'appelle Dragon Box qui a été développé par un polytechnicien où tu apprends le programme de collège des maths juste en jouant et en 2-3 semaines c'est fait quoi. Donc tout ce qui est géométrie, vous savez les angles alternés internes, machin, enfin tous ces trucs, et toute l'algèbre et tout, enfin tout ça appris avec un jeu où tu n'as même pas l'impression de faire des maths en fait, mais tu es vraiment en train de faire des maths, enfin tu es en train de faire des travaux de géométrie et tout ça. Vous devriez essayer, c'est assez marrant, j'ai un peu testé le truc et c'est marrant et effectivement tu développes des compétences. Je pense qu'on n'a plus le temps, ouais. C'est fini. Peut-être une dernière question. Allez. Dragon Box. Voilà, épuisez la dernière question. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, vraiment, merci beaucoup. Une discussion passionnante comme d'habitude pour moi et j'espère que ça vous a un peu fait jouer intellectuellement avec ces idées et que ouais, peut-être que certains ça stimulera de faire plus de recherches et que certains ça stimulera de participer à ce projet qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, j'ai pas donné mon contact, donc je vais vous le donner maintenant. Ouais, bah c'est moi qui suis en train de la fonder. Et puis, et pour l'instant, donc les familles qui m'ont contacté, qui sont pour une première prise de contact, et il y en a qui sont plus ou moins avancés dans le processus et intéressés par le truc. Ça représente une cinquantaine de jeunes. Et parmi cette cinquantaine de jeunes, je pense qu'il y a peut-être une dizaine qui vont vraiment rejoindre l'école une fois qu'elle sera créée. Ouais. Et c'est qu'un début, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais pour l'instant j'ai pas vraiment fait de promotion sur le truc, c'est vraiment propagé de bouche à oreille dans des réseaux de personnes et tout qui s'intéressent à l'éducation. Et puis ouais, il y a assez peu de personnes qu'on a touchées pour l'instant et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Alors je suis en train d'essayer de... Ah oui, parce que je pense que je dois enlever ce truc et du coup... Non, j'arrive plus à utiliser ma souris, du coup je sais pas comment vous donner mon contact. Attendez. Alors, j'ai une idée, je vais envoyer un mail à l'un d'entre vous qui peut du coup transmettre mon truc. Ou peut-être que... Alors si vous contactez Fabienne, tout simplement, vous pourrez... enfin, elle pourra transmettre quoi. Contactez Fabienne et du coup après elle me retransmettra si vous avez envie de... Et il est sur le site, oui, voilà. Bien sûr. Réglé. Donc si vous tapez école dynamique dans Google ou que si vous allez directement sur le site, ça tombe directement dans ma boîte mail info@école-dynamique.org ou info@club-dynamique.org. Merci beaucoup.